Figaro Live, bonjour et bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui provoque forcément des fantasmes. C'est celui des ovnis. Et puisque la NASA, la très sérieuse NASA, a tenu une conférence de presse de plus de 4 heures mercredi pour parler de ce sujet. Et on va débriefer de tout ça. On va en parler avec Cyril Vandenberg. Bonjour Cyril, merci d'être avec nous. Rédacteur en chef au service sciences, je le rappelle. Vous n'hésitez pas tout au long de ce live à poser vos questions. On y répond au mieux comme d'habitude. On va découvrir un peu ces petites images et sur ce qu'on a appris sur les ovnis et ce qu'on savait déjà. On va montrer ces images-là, ces images de cette réunion publique, comme l'a appelé la NASA, qui a duré 4 heures. Donc la NASA s'intéresse aux ovnis. Oui, en fait, c'est ça la vraie nouveauté. Hein. On va casser le suspense. Il n'y a pas eu de révélation fracassante lors de cette audition, ni sur l'absence d'ovnis ou sur les explications ou sur la présence extraterrestre. C'est pas ça le sujet. L'actualité, c'est vraiment que l'Agence spatiale américaine s'empare du sujet avec pas mal de sérieux et a présenté cette semaine sa première audition publique sur le sujet. Avec un panel, on a vu, il y avait du monde derrière la table des panélistes. Là, c'est 16 experts qui ont été choisis par la NASA. Il y a des astrophysiciens, des physiciens, des météorologistes, des astronautes, des pilotes de ligne, des gens de compétences assez variées pour essayer de faire le point sur ce qu'on connaît sur ces phénomènes inexpliqués, les ovnis. Alors, on va peut-être revenir sur le point de départ. Hein. OVNI, ça ne veut pas dire forcément extraterrestre. Ah. Déjà, c'est un ovni, c'est quelque chose, c'est un objet volant non identifié, si je ne me trompe pas. Oui, et voilà, exactement. Donc ça, cette définition-là, elle est ancienne. Et même si aux États-Unis, le terme utilisé par la NASA n'est plus celui de UFO, objet volant non identifié, qui est l'équivalent de français. On parle maintenant de UAP, phénomène aérospatial inexpliqué. En français, on dit PAN, PAN. Donc il y a une nouvelle terminologie qui rend peut-être aussi le sujet un peu plus acceptable pour le grand public et pour les politiques. Mais au-delà de ça, c'est le symbole d'une véritable un changement de prise en compte du sujet à Washington. Donc parce que en fait, il y a une vraie attente du public. On a dans l'imagerie populaire, on associe les ovnis aux extraterrestres. C'est vieux comme X-Files, alors les plus jeunes comme vous ne connaissez pas forcément, mais la série... un peu quand même, mais voilà, effectivement. Et voilà, donc c'est dans cette imagerie populaire, OVNI c'est forcément extraterrestre, et en fait, il y a un vrai sujet à essayer de comprendre des observations qui sont faites, qui sont nombreuses, qui sont parfois vraiment troublantes, et sur lesquelles on n'a pas d'explication. Donc on peut avoir une démarche scientifique sur le sujet en se disant, des personnes crédibles, comme des pilotes de ligne par exemple, observent des phénomènes, qui sont vraiment hors du commun, qu'on n'arrive pas à expliquer de manière évidente. Est-ce qu'on dit, ils inventent, ils ont délire, c'est l'alcool, les drogues, j'en sais rien, ou alors on prend le sujet au sérieux. Et c'est ce que fait aujourd'hui la NASA, avec un panel de scientifiques, des gens de qualité, qui ont l'air de ne pas avoir d'a priori sur le sujet. C'est-à-dire que c'est pas ni des fanas, parce qu'il y a deux camps sur cette thématique, qui sont deux camps qui s'affrontent. C'est d'un côté, les ufologues, donc ceux qui pensent que les ovnis sont des signes de présence extraterrestre, d'intelligence qui viennent nous visiter sur Terre. Ils sont dans un camp qui sont assez... ils sont en réseau sur Internet, ils se parlent, ils se communiquent. Il y a eu des sociétés ufologues aux États-Unis depuis les années 70. Donc c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui perdure. Et de l'autre côté, il y a des rationalistes, des gens qui sont des scientifiques qui disent « Mais non, mais ça, c'est des foutaises. Il n'y a pas d'extraterrestres. D'ailleurs, ces phénomènes, c'est des illusions optiques, des gens qui s'inventent des choses. » Et donc, en fait, il y a une position entre les deux qui est de dire il y a quand même des gens crédibles, des gens qui, on l'a dit, notamment, il y a des dizaines de témoignages de pilotes de ligne ou des pilotes de chasse qui voient des choses, dans leur pratique, dans leur métier au quotidien, et qui ne savent pas l'expliquer. Et donc, on a aussi des enregistrements, on a des images. Alors, ces images-là, par exemple, ce ne sont pas les images qui ont été montrées cette fois-ci, c'était des images plus vieilles, par exemple. Et c'est des pilotes de la Royal Navy, l'US Navy, de l'US Navy, qui ont filmé ces images et qui ont dit tiens, il y a quelque chose de bizarre sur ces images.
Alors ça, c'est en fait ces images-là, il y a 3 vidéos qui ont des noms qui avaient été déclassifiés en 2020 par le département américain de la Défense. Elles sont très intéressantes parce que ce sont des documents qui sont certifiés, c'est-à-dire qu'ils sont enregistrés par des enregistrements de vol avec des capteurs infrarouges par des avions de chasse. C'est l'US Navy, donc c'est pas des rigolos. Les images sont vraiment troublantes, elles sont étonnantes quand on n'a pas d'explication. On est vraiment tenté de se dire il y a quelque chose d'inexpliqué, quelque chose de fantastique. Elles sont souvent en infrarouge, donc les sources chaudes apparaissent de manière plus lumineuse, plus claire, là comme sur fond noir, comme sur cette image-là, ou en optique avec des forts zooms, des effets de grossissement aussi qui changent un peu notre perception de ces images. On n'a pas de repères extérieurs. Et elles sont difficiles à interpréter parce que c'est des images assez techniques qui sont destinées pour ces capteurs-là à soit identifier des appareils ennemis à longue distance ou des cibles au sol, pareil à longue distance. Donc on est dans l'outil militaire, on n'est pas dans une caméra de cinéma pour faire joli. Et pour, voilà. On sait avec quoi on filme ces choses-là et c'est ça qui rend le phénomène observé encore plus impressionnant. Et alors, là où en fait je rapproche ces vidéos qui ont été déclassifiées en 2020 avec le mouvement et la conférence de la NASA cette semaine, c'est qu'il y a à Washington plusieurs politiques, des hommes politiques, qui demandent à ce que l'État fasse la lumière sur le phénomène. Donc c'est en fait une réponse aux complotistes qui disent voilà, le gouvernement a des données, ils nous cachent la vérité, ils ont les preuves de présence d'extraterrestres, ils ont des matériaux secrets qui leur permettent de faire des avions secrets. Les théories du complot, elles sont larges, elles sont riches. Et l'idée, c'est d'arriver à expliquer rationnellement pourquoi est-ce qu'on voit ces images-là. Donc voilà, donc il y a une pression politique à Washington de gens qui ont pas honte de parler du sujet et qui disent au gouvernement, mais dites-nous ce que vous avez sur le sujet. Donc le mouvement... Donc il y a une commission du département de la Défense qui a été nommée pour étudier le sujet, sous supervision parlementaire américaine. Et là, donc cette commission scientifique de la NASA, c'est aussi l'expression de cette volonté politique. C'est une commission qui a été nommée à la demande expresse du nouveau patron de la NASA, Bill Nelson, qui est un gars assez extraordinaire, qui est un ancien astronaute, qui est assez âgé, qui a été sénateur démocrate pendant des années, et qui est un peu un gars un peu cow-boy. Allons-y, faisons la vérité sur le sujet. Voilà. Les Américains ont envie de savoir, allons-y. Rendons ce service aux Américains. Les Américains veulent savoir, et on va organiser une conférence comme vous voyez sur ces images, et on va expliquer en fait finalement d'où viennent ces phénomènes. Expliquer dans le meilleur des cas. Hein. Oui. Et en fait, ce qu'ont rapporté les experts, ils ont dit il y a eu quelques éléments intéressants quand même. Il n'y a pas eu de révélation fracassante, mais il y a eu des éléments intéressants. D'une part, c'est qu'ils sentaient qu'il y avait une pression très forte de l'opinion et de certaines personnes sur les réseaux sociaux sur les membres du panel. Donc des gens qui leur disaient « mais c'est ce que vous faites, c'est complètement idiot, arrêtez de perdre votre temps et l'argent du contribuable avec ces conneries ». Ou alors vous êtes devant le camp opposé, vous êtes instrumentalisé par le pouvoir et vous nous cachez la vérité. Donc on sent qu'il y a une pression. La première chose qu'a dit le responsable de la NASA qui a ouvert l'audition, c'est de dire on a besoin de sérénité pour faire un travail scientifique de qualité. Et les pressions que ressentent certains membres du panel sont vraiment très très lourdes et parfois limite du harcèlement. Donc un contexte qui est assez lourd quand même, qui va être compliqué pour travailler dans ces conditions-là. L'autre chose qui était intéressante, c'est qu'ils ont dit que sur les centaines de cas déclarés qu'ils ont dans leur dossier, il n'y en avait qu'une toute petite minorité qui n'avait pas d'explication. Donc ça, c'est intéressant. On parle de 2 à 3%. Ça veut dire qu'il reste quand même des cas inexpliqués, des cas qui méritent d'être étudiés avec attention. Voilà. Officiellement, les images qu'on a vues, là, des images de l'US Navy, elles n'ont pas été expliquées officiellement par ce panel. Pour le moment, par ce panel. Oui. Mais il y a sur YouTube quelques chaînes américaines qui font des explications assez convaincantes. Pour dire, voilà, on a des explications assez simples pour expliquer ces phénomènes qui nous paraissent troublants et totalement impossibles avec les moyens techniques qu'on connaît aujourd'hui, mais qui en fait peuvent être des effets d'optique. Oui, parce qu'il y a ça aussi, il y a des effets d'optique. Là, on voit une vidéo en ce moment, c'est l'une des vidéos qui a été présentée. C'est un avion, c'est une boule lumineuse qui fait des allers-retours
en bas à droite de l'écran, alors je ne sais plus si on le voit maintenant, mais qui fait des allers-retours à droite de l'écran, ils ont dit, effectivement, c'est, comme vous voyez en haut, il y a marqué « Resolved », donc c'est résolu, c'est une illusion d'optique, comme parfois. Et voilà, et en fait, la difficulté, c'est dans pas mal de ces observations, c'est qu'il y a des capteurs qui sont mobiles. Donc quand un avion de chasse qui se déplace à haute vitesse regarde un autre objet qui lui aussi peut être mobile, et en fait, il y a une des vidéos qui est, je ne sais pas si on peut la voir, c'est celle du Go Fast où on voit un objet qui vole on a l'impression qu'il vole à très très haute vitesse au-dessus des flots. Alors, je ne sais pas si c'est l'une des récentes qu'ils ont montré à cette. Non, c'est celle de l'US Navy là alors je sais pas si c'est celle-là, mais elle va arriver. Oui, elle va arriver. Elle va arriver sur cette image. Et en fait, l'explication la plus simple, c'est qu'on voit cet objet qui est assez brillant. On a l'impression qu'il vole à une vitesse mais phénoménale au ras des flots, au ras des vagues. Et en fait, il faut. Alors là, je fais les gestes avec les mains, mais l'idée, c'est que l'avion, il vole à haute altitude. Il regarde un objet qui est plus bas que lui, et il le voit sur le fond de l'océan. Donc comme lui, la vitesse de l'avion est assez élevée, il y a un effet de ciseau qui fait que le fond de l'océan se défile à toute vitesse, qui est en fait l'effet de la vitesse de l'avion. Donc la perception qu'on a de la vitesse de l'objet au-dessus de l'eau, c'est la vitesse de l'avion en fait. Et en fait, c'est surtout la vitesse de l'avion qui est très élevée. Donc c'est en optique, c'est un effet de parallaxe, c'est un effet de ligne de visée qui se décale. Et ça, c'est les choses qui sont avec un schéma et des flèches on comprend assez facilement ce qui se passe. Donc voilà, on arrive là, c'est exactement l'image est à l'écran là, on voit l'objet au centre. L'avion est à 25 000 pieds, l'altitude est indiquée en bas, il va à Mach 0,61, donc il va à 700 km/h et 25 000 pieds, je crois que c'est 7 000 ou 8 000 mètres d'altitude. Et il voit un objet qui est plus bas que lui. Et qui avance sur les flots. Et il avance pas forcément, oui, voilà, en fait. Si un ballon météo, par exemple, qui est redescendu après son observation et qui est à peu près statique ou qui vole ballotté par les vents, la vitesse de l'avion, dans un sens opposé, va donner l'impression que que le ballon se déplace à très haute vitesse au ras des flots. D'accord, donc c'est comme ça qu'on peut effectivement expliquer ces phénomènes qui sont, on le disait aussi tout à l'heure, toujours une grande source de questionnement qui sont observés depuis finalement. Alors, c'est rendu public maintenant, mais c'est observé depuis un moment, même en France. Alors en fait, la France, oui, en fait, les histoires des ovnis, elles sont vraiment anciennes. Enfin, tout le monde connaît l'histoire de Roswell, 1947, un objet qui tombe dans le désert. Et en fait, Roswell, c'est pas le début des observations des ovnis. C'est une histoire assez marrante, mais c'est une reconstruction a posteriori d'une histoire ancienne qui était oubliée, dont on a parlé dans les médias dans les 40. Mais le vrai première observation d'une soucoupe volante telle, c'est aussi 1947. C'est un pilote privé dans un petit avion qui vole près du mont Washington dans le nord des États-Unis et qui voit un objet inexpliqué. Et c'est le début du phénomène de soucoupe volante dans la fin des années 40. Années 70, il y a une étape importante par la France avec la création d'un bureau au CNES, donc l'Agence spatiale française. La création d'un bureau qui s'appelle le GEPAN pour étudier on ne parle pas d'OVNI. On ne va pas parler d'extraterrestres, on ne va pas parler de machin, on parle de phénomènes aérospatiaux non expliqués. Pardon. Oui, c'est ce qu'on disait au début. On abandonne petit à petit le terme d'OVNI. La terminologie OVNI, elle est entachée d'extraterrestres. Elle fait pas sérieuse, donc on utilise en français PAN, PAN, ou UAP en anglais maintenant. Donc il y a eu un bureau du CNES qui était une petite équipe à Toulouse, avec, je crois, assez peu de moyens quand même, pour être honnête, mais qui était chargé de regarder quels étaient les témoignages en France, quelles étaient les observations. Donc à l'époque, c'était des photos, quelques vidéos de mauvaise qualité à l'époque, et d'essayer de trouver des explications. Et donc ce bureau français, il existe toujours, et c'est le premier au monde chargé d'une démarche scientifique de manière institutionnelle pour expliquer ces phénomènes. Voilà, donc la France avait de ce côté-là 50 ans d'avance sur la NASA. La NASA, elle s'y met, mais le CNES, ça fait du temps qu'il y a... Et qui sont déjà dans le coup, on va dire. Et du coup, la NASA se met ça, et on le disait, c'est aussi surtout pour reprendre, on va dire, le contrôle sur le débat, contrer ces théories complotistes. Alors, je ne sais pas si c'est contrer les théories complotistes, mais c'est
aborder le sujet avec une humilité scientifique. De se dire, c'est pas parce qu'on n'a pas d'explication qu'il n'y a pas quelque chose. Enfin, oui. Et après, les objectifs de l'exploration de la NASA dans le système solaire, c'est la recherche de la vie. Et donc, on peut difficilement dire, eh bien, on met des milliards pour rechercher de la vie sur Mars, une planète qui est désolée et qui a l'air vraiment sèche et très, très inhospitalière, et on ne regarde pas ce qui se passe chez nous, avec des phénomènes qui ont l'air inexplicables et qu'on peut peut-être attribuer à quelque... On peut peut-être réussir à expliquer si on se pose la question. Voilà, donc honnêtement, si on est scientifique honnête, on doit se dire, ben oui, il y a quelque chose qui n'est pas expliqué. Ayons le courage de l'affronter et de le regarder de manière objective et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et quelque part, parce que si on trouve, c'est toujours la même chose, hein, si on trouve la preuve d'une intelligence extraterrestre, c'est quand même la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Bon, c'était raconté dans des centaines de films de science-fiction, mais on est quand même sur une question qui est profondément, qui est profonde. Hein, est-ce qu'on est seul dans l'univers? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Est-ce qu'il y a de la vie intelligente ailleurs? Oui, et puis c'est des questions que les gens se posent et que les scientifiques se posent. J'ai découvert en préparant ce live ce qu'on appelle l'équation de Drake. Oui. L'équation de Drake qui explique que c'est possible de savoir si, oui ou non, il y a de la forme extraterrestre. C'est ça? Alors, l'équation, c'est pas de savoir, mais en fait, c'est une équation qui permet de déterminer les probabilités d'existence d'une civilisation extraterrestre dans l'univers. Donc, ça ne veut pas dire est-ce qu'il y a des ovnis qui visitent la Terre pour voir ce qu'on fait. Voilà, mais c'est l'idée que quand on regarde l'univers, on sait qu'en moyenne, il y a une planète autour de chaque étoile dans les galaxies qui nous entourent. Donc, si on extrapole ça à la taille de l'univers, on peut faire une estimation du nombre d'étoiles, donc du nombre de planètes. Donc, si on a planète, on peut regarder quelles sont les probabilités d'apparition de la vie. Donc, il faut que la planète elle soit dans une zone qu'on appelle une zone habitable autour de son étoile, donc ni trop chaud ni trop froid, pour qu'il puisse avoir de l'eau liquide. Donc là, on fait des hypothèses qui sont quand même très très réductrice. On dit que la vie, on imagine la vie telle qu'on la connaît, c'est la nôtre. Donc c'est la vie qui apparaît liée à l'eau. La biologie est liée à la présence d'eau. Donc on fait ce genre d'hypothèse sur le nombre d'étoiles, nombre de planètes, probabilité d'apparition que la planète soit dans une zone habitable, probabilité ensuite que la vie apparaisse. Alors là c'est un paramètre sur lequel on n'a aucune idée. Hein. On est entre 0 et 1, entre 0% et 100%, on n'a aucune idée. Hein. On n'a qu'un seul point d'observation, c'est la Terre. Donc là, on a un paramètre qui est un peu une grosse inconnue. Et quand on fait tous ces calculs de probabilité, eh bien, on arrive à une estimation de la chance qu'il y ait ou non une civilisation extraterrestre dans l'univers. Qu'est-ce que ça veut? Et en fait, on arrive à un calcul qui est assez spécial parce qu'en fait, en plus, le facteur change énormément selon les chiffres qu'on prend. Oui, selon les hypothèses qu'on choisit. Mais en fait, moi j'aime beaucoup cette idée-là, c'est que c'est quand même un sujet sur lequel on peut avoir un raisonnement scientifique et une approche, une approche qui est d'essayer de restreindre les inconnus qu'on a sur le sujet. En fait, et c'est passionnant. Et après, on évite. La question de la vie dans l'univers, elle est sincèrement, elle est vraiment passionnante. Les recherches en cours pour comprendre comment la vie est apparue sur Terre, déjà, elles sont loin d'être résolues. On n'a pas d'explication très claire, très, très convaincante sur le passage d'une chimie. On a des éléments d'une chimie, ce qu'on appelle prébiotique, donc avec des éléments plus ou moins complexes, avec des chaînes de carbone. Comment on passe de cette chimie-là à même un micro-organisme le plus basique connu? C'est déjà un saut de complexité qui est phénoménal. Pour prendre, il y a un spécialiste du sujet qui me disait, on a les briques et on voit la cathédrale. La cathédrale, c'est le microbe, le plus simple possible, et on ne sait pas comment on passe de la brique à la cathédrale. D'accord, donc effectivement... Pour expliquer le vivant, on a encore du boulot. Et ça, c'est sur le domaine qu'on connaît, c'est la Terre. Donc les autres zones hors de la Terre, on a encore moins d'infos et on cherche. On ne sait rien, voilà. Alors c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de différentes façons de traiter ce sujet, la façon très sérieuse et la façon dont on perd notre temps. Justement, dans les commentaires, on a Élément 115 qui nous dit « Merci pour ça et je vous félicite d'aborder ce phénomène qui est bel et bien réel. » Et de l'autre côté, nous avons un internaute qui nous dit que tous les week-ends, il voit des formes circulaires passer devant chez lui et il s'agit des assiettes de son voisin.
Donc voilà, ça vous montre aussi que ces sujets-là, ça polarise énormément, même en France. Oui. Il y a pas de raison. Il y a pas de raison. Hein. Moi, je trouve que le sujet est fascinant, honnêtement. Hein. Enfin, et on aurait vraiment tort de pas s'y intéresser. Après, on a quand même moi, je trouve, on est dans une période assez incroyable où on a tous en poche un appareil photo et un enregistreur vidéo avec nos smartphones. Et pourtant, depuis une quinzaine d'années, on n'a plus ou pas d'observation de gens qui voient des ovnis, à part les quelques rapportés par à la NASA ou l'US Air Force. Enfin, donc on a à la fois la multiplication des capteurs et une très très peu de témoignages de personnes. Et pourtant, on a vraiment des photos, on en fait plein. Hein. Enfin, et les fossiles, en fait, là où j'exagère, en fait, on a pas mal d'enregistrements et de photos en fait, de nuit de phénomènes qui sont des phénomènes spatiaux. Donc des entrées de satellites, des chutes de météorites. Et là, on a une multiplication des images qui témoignent de ces phénomènes aérospatiaux, mais qui sont bien expliqués. Mais les phénomènes inexpliqués, comme des soucoupes volantes dans les années 80, ou la mode de ces trucs-là, il y avait quand même pas mal de fakes, hein, pas mal de photos qui étaient des montages. Mais est-ce que justement, c'est parce que maintenant, on a l'opportunité de mieux vérifier, et donc forcément, on en, entre guillemets, crée moins? Eh bien, quelque part, dans les années 80 et les années 70, la faiblesse des appareils, enfin les appareils photo étaient avec des pellicules, donc les photos qu'on pouvait faire des objets mobiles dans le ciel. Si l'objet était flou, on se disait c'est normal, l'appareil photo c'était loin, le zoom était élevé, donc ça s'explique une photo floue. Aujourd'hui, une photo floue avec des capteurs qui sont incroyablement précis, des autofocus, ce que je veux dire, c'est que c'est moins acceptable d'avoir une photo d'une soucoupe floue sur un fond gris non identifié. On se dit oui, c'est Photoshop. Enfin, quelque part on a perdu cette crédulité sur une image floue qui peut être qui cache un montage. Enfin, ce que je veux dire, je sais pas si je suis clair sur l'explication, c'est que les progrès techniques dans la prise d'image font que à la fois on en a plus, mais il est aussi plus facile de dire oui, c'est Photoshop ou c'est un montage. Voilà. C'est un montage. Voilà, on peut plus vérifier. Voilà, là, vous avez l'image aussi qui a été montrée. On voit ce petit déplacement latéral, là, des points lumineux. C'est résolu, c'est absolument pas anormal. Ça peut s'expliquer scientifiquement. Voilà. Si vous voulez retrouver d'ailleurs cette conférence de presse, on vous prévient, elle dure 4 heures sur le site de la NASA. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir été avec nous. Vincent. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. On vous dit à bientôt pour de nouveaux lives sur Figaro Live.